partir l'enregistrement. Donc, sinon, je pense que je l'aurais oublié. Merci beaucoup. Donc, vous avez vu aussi à droite en bas qu'il y a la zone pour converser ensemble. Donc, je vous ai demandé là, de me répondre si vous avez vu mon message. La plupart m'ont dit oui, c'est bon, le message est lu, on est correct, tout ça. Donc, je vous invite à utiliser cette zone-là pour écrire vos questions, vos commentaires, n'importe quoi. Moi, je vais les lire et je vais les partager à Geneviève au fur et à mesure de sa présentation pour qu'on soit quand même dans un mode le plus dynamique possible. Ça, c'est une des choses. Sinon, vous vous gênez pas pour lever la main. Et là, peut-être que quelqu'un pourrait faire un test parce que moi, je peux vous passer quand même la parole. Alors, on va essayer l'ANMO 01. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je vais essayer de vous permettre de parler. Alors, allez-y donc pour voir si ça fonctionne. En principe, j'ai activé votre micro. Est-ce que ça a fonctionné? Il semble toujours coupé, Sonia. Oui, c'est vrai, hein? Je crois qu'il faut l'activer à la main en allant à gauche, en bas. En bas, oui. Là, vous dans devriez votre avoir propre accès. écran. On va essayer voir. J'ai levé la main, mais je n'ai pas de micro. D'accord, Maude, merci. Est-ce que quelqu'un aurait un micro, qu'on fasse un test pour voir si c'est ceux qui pourraient là, vraiment nous parler? Marie, peut-être, Marie Toupin qui avait levé la main. Si vous avez un microphone, je pourrais essayer de voir si ça fonctionne, en fait, pour d'autres personnes. Mais ça, est-ce que je peux le permettre à tout le monde? Je pense que oui. Permettre de parler. Ouais, c'est ça. Donc, je le mets à le plus possible de personnes. Puis si ça se peut, tant mieux. Vous pourrez à ce moment-là discuter avec nous. Je vois que Marie Toupin, son micro est actif. En tout cas, elle pourrait l'activer pour nous parler. Donc, voilà, tant mieux. Allez-y, Madame Toupin, pour voir. Je suis là, je fais des tests, mais ça fonctionne? Oui! Ah bon! C'est Parfait. merveilleux. Donc, Merci. si vous avez une question, vous vous gênez pas pour lever la main. Puis, vous prenez la parole, là, je vais vous le mentionner là, pour pouvoir nous parler directement. C'est encore plus agréable. Merci. Donc, deuxième chose que je voulais vous partager avant qu'on rentre dans tout ça, oui, c'est le premier d'une série de 5 webinaires, 4 webinaires, je pense. Et nous sommes sur une nouvelle plateforme que nous essayons nous-mêmes aujourd'hui. C'est la première fois, qui s'appelle Zoom, comme vous avez pu le voir. On a eu des petits problèmes avec l'invitation, donc, mais je pense que la plupart là, des gens qui devaient être là sont là. On est bien content de vous avoir. On est désolé de ça. Donc, on se l'approprie nous aussi, en espérant que ça va bien se passer. Donc, vous ne vous gênez pas d'utiliser la zone de clavardage pour nous écrire, pour écrire à tous ou juste m'écrire à moi, il n'y a pas de problème. Et mon nom n'est pas Marie-Denise Prudhomme, mais bien Sonia Racine, qui utilise le compte de Marie-Denise Prudhomme. Donc, je suis conseillère en développement du collectif à Communagir et on va se présenter là, les trois dont vous voyez la vidéo. On est toutes les trois de l'équipe. Donc, aujourd'hui, je suis en remplacement de ma collègue Marie-Denise pour un petit peu encadrer, on va dire ça comme ça, le webinaire. Donc, ça, c'est la deuxième affaire que je voulais dire. Puis, je pense que j'en ai un troisième à dire, mais je me rappelle plus. Oui, on va vous présenter un PowerPoint, dans le fond, là, comme soutien le visuel à la présentation. On va vous l'envoyer après. Donc, ne vous inquiétez pas, il va vous être transmis après la rencontre. Je vais vous envoyer un courriel avec le webinaire dedans. Le webinaire, le PowerPoint. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour des choses qui étaient bien importantes à nommer. Geneviève, je te laisserai ouvrir ça. D'accord. Alors, c'est moi qui ai le plaisir de vous parler aujourd'hui de notre expérience de co-construction. Donc, je me présente, je suis Geneviève Géasson, je suis la coordonnatrice générale de Communagir. Donc, j'ai aussi été participante aux chantiers partenariaux. Donc, c'est à la fois
du point de vue de Communagir, mais à la fois du point de vue de participante que je vais vous partager l'expérience qu'on a vécue. Puis c'est vraiment comme ça qu'on a pensé ce webinaire-ci. Donc, c'est vraiment un partage d'expérience. Alors, ça va être intéressant si vous aussi, de votre côté, soit dans le chat, soit dans les questions, là, les périodes qu'on aura pour les questions, vous n'hésitez pas à partager votre propre expérience. Donc, il n'y a pas de vérité dans ce qu'on va dire. Il y a vraiment là, la manière dont on l'a vécu et dont on a fait après ça un retour réflexif sur cette expérience de co-construction des chantiers. Je vais laisser ma collègue Sophie se présenter aussi et pourquoi Sophie et Sonia ont été aussi participantes au chantier. Donc, Sonia a animé un des chantiers. Il y a peut-être quelqu'un qui a un micro ouvert. Ça fait beaucoup de bruit dans mes écouteurs. Alors, c'est ça. Quand vous n'intervenez pas, vous pouvez fermer votre micro. Je sais pas, je vois quelques micros ouverts. Merci, super. Donc, c'est ça. Alors, Sonia a animé un des chantiers, je vous dirai lequel tout à l'heure, et Sophie, qui est notre chargée de projet de recherche, a été en soutien au chantier. Donc, on a des points de vue différents aussi sur l'expérience, fait que ça sera intéressant. Je les ai invités à intervenir si jamais je me mets à errer dans mon propos ou encore qu'elles ont des choses différentes à ajouter. Sophie, je t'ai presque présentée, mais tu peux peut-être... Ben oui, j'avais disparu temporairement. Je crois peut-être que nous avions atteint la limite maximale d'animateur ou que Sonia m'avait tendrement. Mais oui, Sophie Michaud, chargée de projet de recherche, donc contente de vous rencontrer. Parfait. Donc, je vais ouvrir le PowerPoint et on va avoir trois blocs de présentation suivis d'un petit bloc d'échange questions. Donc, je vous invite, là, si jamais, vous pouvez évidemment chatter à tout moment. Sonia va suivre ce qui va se passer sur le chat. Mais si vous voulez qu'on puisse interagir plus, peut-être attendre la fin d'un bloc et l'ouverture de la période de questions. Donc, on démarre. Moi, je ne vous vois pas, hein, donc je suis habituée de parler en regardant le visage des gens. Donc, il y a un petit défi de parler sans vous voir. Mais heureusement, j'ai mes deux collègues là, de visu. Donc, la co-construction, vecteur d'innovation collective, peut-être dire d'abord que pour nous, l'idée de co-construction, l'idée même de co-construction et cette expérience-là, elle s'est construite au fur et à mesure. On n'en avait pas nécessairement une idée parfaitement claire au point de départ, mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte de la puissance que pouvait avoir la co-construction quand on y mettait les conditions et qu'on prenait soin autant de l'espace, de l'atmosphère, des modes de travail. Là. Donc, on va décortiquer ça ensemble. Mais c'est vraiment apparu au fur et à mesure et c'est, dans le fond, le pouvoir d'innovation et de transformation qu'on a vu dans cette approche-là qu'on vous partage plus particulièrement aujourd'hui. Pourquoi partager cette expérience-là? Ben d'abord parce que nous, on a beaucoup appris en chemin. On a beaucoup appris de l'expérience. Comme je vous dis, tout n'était pas là au départ. Et donc, on avait envie de partager notre propre expérience, mais on pense aussi que ceux qui ont participé au chantier ont appris de l'aventure, ont cheminé dans cette aventure-là, puis sont ressortis quelque part un peu transformés, et nous et eux. Alors, donc, c'est ça qu'on vous livre. Qui sommes-nous d'abord, Communagir? Je pense que la plupart d'entre vous doivent nous connaître, mais quand même, on est un OBNL qui est voué au développement des collectivités et des régions du Québec. Notre mission est plus particulièrement de faire en sorte que les collectivités soient en mesure de mener les changements qu'elles jugent nécessaires à leur développement collectif. Et cette mission-là, elle est extrêmement significative pour nous parce qu'elle renferme une approche qui est fondamentale, qui est celle de l'empowerment ou du développement de la capacité d'agir. Et toute notre action est vraiment orientée par cette approche-là. Donc, ce que vous retrouvez là dans le centre du napperon, de la présentation qui est là, que vous pouvez d'ailleurs
trouver là, cette représentation-là, puis plus d'informations sur Communagir sur notre site Internet, évidemment, mais en particulier dans le cadre de référence qu'on a publié et diffusé là, cette année. Donc, vous retrouvez ce napperon. Et vous voyez qu'au centre, il y a l'idée de capacité. Au centre de notre action, il y a l'idée de renforcement des capacités. On s'y prend de 3 façons. Celle d'abord du renforcement des compétences. Donc, à la fois les compétences de ceux qui ont à porter des démarches collectives, qui jouent un rôle professionnel dans ces démarches-là, mais aussi les compétences et la capacité de faire des personnes qui sont impliquées dans différents types de démarches collectives, qu'elles soient abus social, abus culturel. Hein. Donc, on travaille avec les municipalités, les MRC du Québec, avec d'autres acteurs sociaux, environnementaux et de l'économie sociale même, qui souhaitent mener des démarches collectives dans un but encore là de changement collectif. Donc, renforcement des compétences. Autre sphère d'action, c'est celle du développement des connaissances, du développement aussi de la compréhension commune qu'on a des différents leviers du développement collectif, des différentes façons de faire, des différentes pratiques probantes. Donc, on fait beaucoup de développement de connaissances. Et le dernier volet, c'est celui des conditions favorables. Donc, les chantiers partenariaux, c'est-à-dire avant de parler des chantiers, ce qu'on veut dire par conditions favorables, ce sont les conditions qui viennent influencer la capacité des acteurs à travailler sur une base collective. Donc, ça peut être à la fois des politiques publiques, ça peut être la reconnaissance même faite aux pratiques collectives, au développement collectif, aux enjeux sociaux dans les territoires. Donc, un ensemble de conditions comme ça qui font en sorte qu'on a plus ou moins on est dans un contexte plus ou moins favorable pour mener des démarches collectives. Donc, 3 sphères d'action qu'on travaille de manière intégrée et une bonne partie de ça passe par le partenariat et par des projets qu'on développe en partenariat. Alors, les chantiers sont particuliers parce qu'ils sont au cœur de tout ça, dans le fond. Hein, ils nous permettent à la fois de développer des nouvelles connaissances, on va voir comment, à la fois de renforcer des compétences, mais aussi d'agir sur des conditions favorables. Donc, c'est vraiment un élément très important pour nous. Donc, les chantiers partenariaux, une composante essentielle de notre mission. Alors, au départ, en fait, puis c'est intéressant de se le rappeler, là, on l'a fait d'ailleurs la semaine dernière en équipe, puis avec notre CA, c'est qu'au départ, c'était des structures permanentes pour nous. Ça faisait vraiment partie de la gouvernance de Communagir. Et on avait la vision, et on l'a toujours, que c'était des espaces qui pouvaient nous aider à nous orienter dans les différents enjeux qui touchent le développement collectif, dans la compréhension que différents acteurs ont du développement collectif. Donc, nous permettre de nous repérer, de nous orienter, mais aussi de nous influencer comme organisation dans les choix qu'on fait, dans les choses qu'on développe. Alors, vraiment quelque chose de très central qu'on avait placé au cœur de notre action. Finalement, les chantiers en ont pas moins été importants, mais je dirais qu'ils ont pris une tournure un petit peu plus projet, avec des objets de travail assez spécifiques, puis une durée de vie de quelques années. Parce qu'on a appris en cours de route aussi qu'il fallait quelque part structurer un peu ce mécanisme-là pour lui donner toute sa puissance. Puis aussi, très sincèrement, parce que le financement qu'on a eu pour nous permettre de mener cette expérience des chantiers était un financement projet avec une durée fixe. Donc, de maintenir un processus dans le temps, ça devenait un petit peu plus difficile. Donc, au point de départ, puis encore aujourd'hui, on misait sur la diversité des acteurs, la diversité des points de vue pour permettre de générer une vue d'ensemble. Hein. Donc, d'aborder quelque chose sous de multiples angles, dans une approche multiperspective, puis générer des nouvelles possibilités, des nouvelles façons de comprendre les choses, puis même des nouvelles possibilités d'action concrète sur les enjeux. On a mené, donc, dans le fond, le bilan de l'expérience qu'on vous présente, c'est le bilan d'une première génération de chantiers. Donc, il y a eu 4 chantiers partenariaux en 2012 et 2016. Donc, nous, Communagir, on est né en 2011. Alors, vous voyez qu'assez rapidement, on s'est lancé dans cette grande aventure-là.
On a réuni des acteurs donc pour réfléchir, analyser, agir sur certaines des thématiques qui étaient importantes pour le développement collectif, particulièrement à ce moment-là. Je vous rapporte donc en 2011-2012, on était dans une période où il y avait tout un foisonnement toute une mise en place de tables de concertation un peu partout, notamment autour des fonds soutenus par la Fondation Chagnon. Alors, la concertation avait le vent dans les voiles au Québec, puis en même temps, on avait besoin quand même de repères communs encore, de construire des connaissances puis des pratiques autour du développement collectif. Donc, les thématiques qu'on a priorisées, que je vais vous présenter, elles étaient très importantes à ce moment-là. Et nous, on a proposé 4 grandes thématiques, mais qui ont été après ça décortiquées et repriorisées par les acteurs eux-mêmes. Et un objectif très, très important des chantiers, c'est d'avoir une utilité. C'est que ce qui allait ressortir de là comme travaux, comme conclusion, soit à la fois utile, mais soit à la fois innovant. Donc voilà, le reste, je vous en ai déjà parlé. Alors, nos 4 chantiers entre 2012 et 2016. Donc, un premier chantier qui a travaillé sur la thématique de l'évolution des pratiques. Comme je vous disais, contexte où on était en plein développement de pratiques, notamment de pratiques concertées, et aussi une certaine tendance, puis qu'on a vu s'accélérer à partir de 2014, des changements importants dans la gouvernance des territoires, notamment en faveur des élus municipaux. Donc, ce chantier-là a voulu réfléchir sur la contribution des élus au développement collectif, puis a produit une vidéo, un atelier, un document, un sondage qui a été diffusé auprès des élus et qui nous a permis d'aller capter le pouls des freins et des éléments qu'eux voyaient comme étant facilitants de leur contribution au développement collectif. Un deuxième chantier qui n'a pas encore terminé de publier ses travaux, mais c'est imminent, donc c'est à la mise en page actuellement. C'est le chantier sur les conditions favorables au développement collectif, donc qui a choisi de travailler sur la dimension de l'engagement comme étant une condition essentielle pour mener des changements collectifs. Donc, l'engagement des acteurs, de quel engagement on parle, de quel engagement en fonction de quel type d'acteur et pour faire quoi cet engagement. Donc, toute une série de questions que les membres du chantier ont creusées. Et il y a bientôt va sortir l'aboutissement de ces travaux-là sous forme encore là d'une vidéo et d'un guide pratique pour réfléchir sur la question de l'engagement. Troisième chantier, celui sur le développement des compétences. Donc, ce chantier-là qui a été animé par Sonia a travaillé sur les compétences essentielles pour agir ensemble. Donc, a creusé cette question-là, a établi même tout un générique de compétences et a produit un atelier et un guide encore là pour permettre à un groupe de à la fois réfléchir, identifier les compétences qui sont présentes autour du groupe, mais voir aussi comment on peut mettre à profit ces compétences-là dans une action collective. Dernier chantier qu'on a appelé le groupe de travail sur l'évaluation, qui a pris une petite touche particulière, qui lui aussi termine ses travaux là, récemment, puis la publication des travaux va être au cours du printemps. Donc, a choisi de travailler sur des approches puis des pratiques d'évaluation dans une perspective d'utilité aux acteurs du terrain. Donc, pour permettre aux acteurs de se repérer dans l'univers parfois complexe, parfois rebutant, un peu hermétique de l'évaluation, puis identifier des pratiques, des approches, des façons de faire qui peuvent être utiles pour améliorer en continu les pratiques ou tirer des apprentissages des pratiques collectives. Donc voilà, vous avez évidemment sur notre site aussi l'accès à ces documents, donc aux résultats des travaux et à un bilan, je pense, hein, Sophie, qui présente aussi là, de manière un petit peu plus étoffée ce qui a été fait entre 2012 et 2016. Donc, de quoi on parle? Là, on rentre dans le vif du sujet sur la co-construction. De quoi on parle quand on parle de co-construction? Il y en a des définitions plus ou moins étroites, je dirais, mais pour notre part, la manière dont on définit cette expérience-là, c'est celle de rassembler une pluralité d'acteurs dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet
avec des visées de transformation. Hein, donc, la co-construction, ce n'est pas juste un processus de travail pour partager des savoirs, puis pour croiser ces savoirs-là, mais c'est aussi un processus où les savoirs se mélangent et s'hybrident pour générer des nouvelles choses qui n'auraient pas pu être là s'il n'y avait pas eu ce travail de co-construction. Donc, il y a vraiment à la fois une transformation vécue dans le processus de travail, puis dans notre cas, il a duré 3 ans, ce processus de travail-là, donc même presque 4. Alors, il s'en est vécu des choses. Les gens qui ont participé à ça en sont ressortis un peu différents. Ne serait-ce qu'en termes de connaissances. Et évidemment, les savoirs qui sont sortis de là aussi, donc les produits des chantiers, sont des savoirs qui n'auraient pas pu être élaborés, qui n'auraient pas pu être systématisés s'il n'y avait pas eu un croisement puis une hybridation des différentes perspectives. Donc, il y a vraiment l'idée de transformation, là, puis ça, c'est là où on s'est dit, wow, il y a quelque chose de puissant là-dedans. Si ça avait été à la limite que de la mise en commun et de la collaboration, ça aurait déjà été intéressant, mais on a vu qu'il y a quelque chose de plus qui s'est passé, puis c'est là-dessus qu'on a essayé de réfléchir. Donc, c'est quoi les conditions qui ont permis ça? Puis c'est quoi les défis aussi? Les choses qu'on a aussi moins bien fait comme Unagir, puis qu'on voudrait améliorer dans une expérience subséquente. Petite interrogation, hein, Geneviève. Oui. J'imagine, parce que j'ai été un petit peu déconcentrée par la technique, est-ce que tu as expliqué un peu si les chantiers, c'est un groupe de combien de personnes, ils se voyaient combien de fois, un peu la mécanique, c'est un peu pour que le monde ait une idée de ça voulait dire quoi cette affaire-là? Tu l'as peut-être dit, puis j'étais peut-être pas à l'écoute. Non, pas suffisamment, mais c'est vrai que ça peut être très, très intéressant. Donc, c'est ça, les chantiers, c'était des groupes à peu près, je dirais, qui ont varié aussi dans le temps. Mais qui ont rassemblé autour de 10-15 personnes. Donc, les gens ont été assez stables aussi. Donc, il y a eu un noyau là, solide tout au fil des années qu'ont duré la démarche des chantiers, avec des gens qui ont été un petit peu plus en périphérie, qui se sont joints soit à différents moments de travail plus précis ou qu'on a interpellé en cours de route en se disant, il me semble que cette personne-là pourrait apporter quelque chose d'intéressant à la réflexion. Donc, ça n'a pas été un processus fermé, mais en même temps, la stabilité du processus a été un ingrédient important. Les chantiers se sont rencontrés 3-4 fois par année. Encore là, dans des processus un peu hybrides. Donc, parfois, en fait, l'essentiel des travaux se sont faits à distance, mais il y a eu parfois certaines rencontres, soit quand on voulait renforcer le lien entre les participants au chantier ou encore pour travailler sur des éléments là, qui nécessitaient une rencontre en présence. Et il y a eu aussi des rencontres inter-chantiers, une fois par année. Ces rencontres-là ont permis de se rencontrer tout le monde, donc la cinquantaine de participants là, qui n'étaient pas nécessairement en simultané, mais l'ensemble des participants au chantier a pu se rencontrer dans ces rencontres-là et aussi partager l'état des travaux des chantiers et explorer des pistes de mise en commun. Donc, très important le mécanisme, ces rencontres interchantiers. Aussi, il y a eu un partage de travaux au fur et à mesure. Donc, l'équipe de Communagir a beaucoup travaillé des documents de travail qui ont ensuite été envoyés aux membres des chantiers pour validation. Donc, il y a eu aussi des processus de travail itératifs comme ça qui ont permis des contributions en dehors des rencontres. Ce qui est important de dire aussi, c'est que la propriété des travaux des chantiers, elle n'est pas à Communagir, elle est à l'ensemble des membres du chantier. Donc, c'est vraiment une œuvre collective aussi qui émane de là. Je vais vous présenter un petit peu le processus de travail des chantiers, puis je pense que ça va vous permettre de voir aussi comment est-ce qu'il y a eu vraiment un travail en boucle et à quel point les membres des chantiers ont eu une influence importante sur pas juste le contenu des travaux, mais même l'identification des cibles de travail. Donc, au départ, en 2012, on a invité un premier noyau de démarrage. Donc, on a identifié des personnes pour chacun des chantiers qui étaient je dirais, dans notre réseau plus ou moins proche, là, des gens qu'on connaissait, qu'on savait qu'il y avait une perspective intéressante sur chacune des grandes thématiques des chantiers.
thématiques qui ont été fixées par Commune Agir au départ, donc conditions favorables, développement des compétences, tout ça. Alors, on a invité 4-5 personnes à une rencontre de réflexion pour identifier, creuser un peu la thématique, analyser ensemble la thématique et identifier ce qu'on voyait comme étant les enjeux sur lesquels le chantier pourrait travailler. Ce noyau-là a aussi identifié quelles pourraient être les contributions pertinentes. Donc, quelle autre personne pourrait être invitée pour venir travailler sur le chantier parce que avait une expérience spécifique, parce que était un chercheur qui travaillait sur ces contenus-là, parce que était une personne qui avait une réflexion originale ou un peu différente sur la question. Donc, le noyau de démarrage a vraiment cherché à explorer là, les différentes contributions qui pourraient être pertinentes et à inviter ces personnes-là à venir rejoindre là, un premier groupe de travail, donc constituer une base de chantier. Les personnes qui ont participé au chantier, elles provenaient de toutes sortes d'horizons. Donc, on a eu aussi la préoccupation de rassembler des gens qui avaient vraiment une diversité de regards sur la question. Donc, je vous disais tout à l'heure, des chercheurs, des décideurs, des gens de terrain, des gens plus au niveau national, au niveau des réseaux, des organisations comme la nôtre, comme Commune Agir, donc des personnes qui étaient en accompagnement de ce qui se passait sur le terrain. Alors, horizon diversifié, point de vue diversifié et type d'expertise diversifié. Donc, il y a vraiment eu un effort de mixité autour des chantiers. Ensuite, on a réalisé donc ce groupe-là, et là, ce qui est dommage, je veux vous dire que mon acétate, elle était normalement reliée de flèches, mais Sonia, je pense, est en train de vous les tracer. Donc, pour une raison que j'ignore, elle n'apparaît pas tout à fait bien. Mais on se suit. Donc, troisième étape, réaliser un état de situation. Pourquoi? Pour essayer de se donner un regard commun, une compréhension commune de la question. Donc là, le comité de travail avait précisé un peu son enjeu. Donc, pour être capable de trouver l'angle, préciser la cible sur laquelle on voulait travailler, fallait creuser la question. Il fallait partir d'une compréhension là, solide de la question. Et c'est là où Sophie et avant Myriam Thériault qui travaillait avec nous sont entrées en scène pour permettre d'aller chercher l'information qui était pertinente. Donc, on s'y est pris de différentes façons. Revue de littérature, sondage, recherche d'expérience et études de cas d'expérience pertinentes, partage entre les membres du chantier. Donc, de toutes sortes de façons pour se donner un état de situation le plus complet possible. Donc, préciser la cible de travail et là, élargir le comité de travail, ce qui a été la quatrième étape, en fonction de la cible précise. Donc là, on a été capable d'inviter des gens sur la base vraiment d'une cible très concrète. Et le premier travail, disons, ou un des premiers là, que chacun des chantiers a dû réaliser, c'est de se donner un bon plan de travail. Un plan de travail qui devait rester souple quand même parce qu'on ne savait pas exactement dans quoi on s'aventurait, parce qu'on se lançait là, sur quelques années de travaux, mais quand même des grandes étapes qui permettaient de baliser les travaux, puis surtout d'identifier les outputs, donc les résultats qu'on voulait avoir, les produits qu'on voulait voir émerger des chantiers. Ensuite de ça, le gros du travail, ça a été l'étape suivante, ça a été de mettre en œuvre, donc d'animer un processus de travail pour produire de la réflexion, des contenus et des outils. Et ça s'est déroulé sur une période de au moins 3 ans. Disons de 2 à 3 ans et demi, dépendamment des chantiers. Il y en a qui ont été un peu plus rapides pour différentes raisons, mais il y en a d'autres là qui vraiment ont creusé des questions de fond, puis ont dû prendre le temps de le faire. Peut-être ajouter, Geneviève, que, entre autres, c'est que la sélection des cibles plus particulières, c'était quand on identifiait qu'il n'y avait pas d'informations ou qu'il y avait un trou, quelque chose qui devait être répondu. Donc, on était dans des choses relativement innovantes où il y avait peu d'informations, où
il y avait une nécessité de mutualiser de l'information qui était dans différentes têtes. Fait que ça a aussi fait des processus qui étaient un peu plus longs, plus innovants. Ouais. Et même l'état de situation a été souvent fait de manière itérative, c'est-à-dire qu'on est allé creuser quelque chose. Ça nous a permis de faire des constats ou de voir d'autres choses, hein, donc d'identifier d'autres éléments à creuser, puis ensuite on est retourné creuser ces éléments-là. Alors, même l'état de situation, oui, on l'a fait au départ pour être capable de préciser les travaux, mais il a été réalisé quelque part, il a été bonifié, c'est-à-dire tout au long du processus. Mais oui, Sophie, c'est très, très pertinent. Dernière étape, ça a été de mettre en place une stratégie de diffusion et d'appropriation des contenus. On va y revenir parce que ça a été un défi, puis on a sous-estimé ce que ça demandait, là, tout ce travail pour faire en sorte que les gens s'approprient vraiment les contenus puis puissent les utiliser. On a depuis compris, à la fois par d'autres travaux à Communagir, mais à la fois par l'expérience des chantiers, que cet élément d'appropriation, rarement un contenu est autoportant. Il faut vraiment un processus qui soutienne l'appropriation et on a probablement sous-estimé l'importance de ce processus-là. Donc, avant d'aller un peu plus loin puis de rentrer dans les conditions essentielles à la co-construction, est-ce qu'il y a des questions, il y a des préoccupations, des idées par rapport à cette première partie? Alors, on vous invite à écrire ou à demander la parole si vous avez un micro, voir s'il y a des choses qui vous interpellent déjà, que vous voulez aller préciser avant qu'on rentre plus dans les conditions, les défis et tout ça. Sinon, évidemment, on va poursuivre, mais il ne faut pas se gêner. Tout est clair pour l'instant. OK, parfait, merci. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui a participé à l'expérience des chantiers qui serait parmi nous qui aurait envie d'ajouter à cette mise en contexte de qu'est-ce qu'était l'expérience des chantiers? Je pourrais même en nommer. On pourrait en nommer un. On pourrait en nommer un, mais peut-être qu'il veut rester sagement. Puis il n'y a pas de micro. Ah, bon. Aujourd'hui. C'est un bel essai. Hein? C'est un bel essai. Je vais continuer. Ah, une question. Donc, de quelle manière les membres contribuaient outre les présences en rencontre? Donc, ils ont contribué vraiment de différentes façons. Comme je disais tout à l'heure, il y a eu différentes formes là, de processus de travail, mais il y a eu quand même beaucoup de choses entre les rencontres des chantiers. C'est-à-dire que l'équipe de Communagir préparait souvent, synthétisait les réflexions, les travaux faits lors d'une rencontre, retournait ça aux membres des chantiers qui bonifiaient, contribuaient, questionnaient ces éléments-là. Il y a eu aussi plusieurs, là, pour élaborer des contenus, hein, ça a été vraiment un processus là, en plusieurs étapes où nous, par exemple, l'équipe de Communagir pouvait développer une première base de contenu, soumettre ça aux membres qui, eux, interagissaient, bonifiaient. Donc, ça s'est passé entre autres comme ça, mais aussi certains des membres qui étaient intéressés ont été interpellés dans la construction même des contenus. Donc, ont participé là, finalement à l'élaboration, à la rédaction des contenus, à la systématisation des contenus. Fait qu'il y avait vraiment une diversité de possibilités. Puis, ça a été vraiment en fonction de l'intérêt des membres, puis de leur disponibilité, de leur latitude. Donc, il y a des gens qui ont été très actifs à certains moments, mais qu'à un moment donné, à travers les années ou les rencontres, ont eu des périodes où ils pouvaient moins contribuer. Donc, on s'est adapté à ça aussi. Donc, il y a un commentaire, en fait, qui dit que moi, je trouve intéressante la recherche de diversité des regards, horizons, points de vue, expertise. Je vais y revenir dans les conditions essentielles, mais effectivement, là, ça a vraiment été... c'est ça, en fait, qui a... Ça et tout le processus qu'on a vécu qui a été la clé des chantiers. Tu vas en reparler, c'est Oui. ça, Geneviève, Oui. de la composition, en fait, des
des chantiers, en fait, de qui était là, tout ça, j'imagine. Hein, Ben, je ne reviendrai pas en détail sur les personnes, mais par ailleurs, si vous allez voir le document, parce que dans le fond, la présentation que je vous fais aujourd'hui, elle est extraite d'un document qu'on a publié là, il y a quelques mois, peut-être 3 mois, Sophie, ou 2 mois, et qui reprend là, plus en détail tout ce que je vous présente, y compris à la fin une annexe sur les travaux des chantiers et sur les participants au chantier aussi. Donc, au total, il y a eu une 50aine de personnes associées à cette expérience-là à différents moments, réparties dans 4 chantiers. Le document est disponible dans la section Babillard du site de Communagir. Merci, Sophie. Non, c'est parce que, tu sais, je réfléchissais à ça. Qu'est-ce qui a fait cette diversité-là aussi? C'est qu'il n'y avait pas d'enjeu au départ, soit de représentativité, même si on a cherché une diversité, etc., on la voulait. On voulait des gens de toutes sortes de paliers, de toutes sortes d'expériences, de ça. Puis c'est vraiment ça la recherche, mais sans avoir de contraintes en termes de représentation ou de représentativité, de légitimité de tel truc. Fait qu'on était un peu, sans être déchargé de ça, là, mais je trouve que ça a joué probablement un peu Ouais. sur les possibilités que ça nous a offertes. Oui, ça, je vais y revenir un petit peu. Alors, donc, c'est ça, on vous a mis le titre du document là, dans la dernière entrée sur le chat. Donc, la co-construction, l'expérience des chantiers partenariaux de Communagir. Le babillard, vous le trouvez dans le bas de la page d'accueil de notre site Internet. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je repars la présentation. Donc, on rentre un peu dans les conditions essentielles. Donc, c'est ça, là. N'hésitez pas à aller consulter le document parce que, entre autres, dans le document qu'on a publié, on a mis aussi des commentaires de membres des chantiers. Donc, aussi l'expression, finalement, de comment les gens ont vécu cette expérience-là. Donc, dans les conditions essentielles, une toute première, c'est la question du temps. On peut penser que c'est évident, l'idée de prendre le temps. Donc, nous avons pris le temps. Hein, nous avons pris 3 ans pour mener ces travaux-là, pris le temps de réfléchir, donc un temps pour la réflexion, le temps pour systématiser des choses, le temps pour s'entendre sur les éléments qu'on voulait mettre en commun, qu'on voulait explorer. Donc, vraiment le temps de travailler ensemble. Et ça, c'est sûr que ça a été une clé super importante. Mais une autre clé aussi, ça a été de savoir conclure. Parce que, en même temps, dans un processus long, un processus qui comporte sa part d'errance quelque part, hein, de recherche, de réflexion, d'exploration, ben c'est pas évident non plus de toujours garder le fil. Et il y a des gens qui vont être à l'aise dans la réflexion, il y a des gens qui vont être plus à l'aise dans qui vont sentir qu'ils ont de la prise quand on est en train de produire quelque chose. Donc, qui ont besoin d'action. Et ça, on avait cette diversité-là autour des chantiers. Donc, être capable aussi, à un moment donné, de se dire, ben, la connaissance qu'on a développée, là, qu'on a mis en commun, elle est suffisante. Même la qualité globale là, de ce qu'on produit, c'est suffisant. On est à l'aise avec ça, on passe à une autre étape. Alors ça a été très important aussi. Puis, ça n'a pas été pareil dans chacun des chantiers. Je pense que les chantiers qui ont été un peu plus rythmés, donc un peu plus rapides, un petit peu plus condensés, avec des étapes de travail peut-être plus structurées, ont maintenu leur membership plus constant aussi que les chantiers qui ont eu pour différentes raisons, à creuser plus là, la compréhension et la connaissance. Geneviève, on me demandait dans le clavardage, tu prends le temps, oui, mais au départ, est-ce qu'on savait que ça prendrait 4-5 rencontres par année pendant 3 ans pour produire quelque chose? Moi, je peux juste dire que mon chantier, on avait un plan de travail au départ de 2 ans. Il y avait 3 éléments ou 4, puis on en a réalisé 1 en 3 ans. C'est juste pour vous dire que non, on ne le savait pas. On l'a appris en le faisant. En tout cas, nous autres. Je pense que c'est pareil. Dans le chantier auquel j'ai participé, c'était ça aussi. Mais on savait quand même que ça prendrait quelques années.
Hein, donc, l'autre point, d'ailleurs, s'engager en connaissance de cause, là, c'est sûr que comme on ne savait pas exactement nous-mêmes, là, nous-mêmes étant Communagir, combien de temps et jusqu'où nous mènerait cette expérience-là, ben, ça a peut-être nuit un peu à notre capacité d'être très au clair par rapport à l'aspect expérimental du processus de travail, l'aspect justement flou de certains morceaux de ce processus de travail-là. Là, on a appris en le faisant, autrement dit. Donc, les gens se sont engagés en connaissance de cause, mais en même temps sont probablement allés plus loin que ce qu'ils pensaient. On est tous allés plus loin que ce qu'on pensait. Alors, pour certains, ça a nui peut-être à leur engagement à long terme. Pour d'autres, ça l'a consolidé parce qu'à un moment donné, c'est « wow, on est vraiment en train de faire quelque chose d'intéressant. On y va, on continue, on approfondit ». Mais cet élément de s'engager en connaissance de cause, on a appris de ça, puis je pense qu'il faut être très clair par rapport au fait que quand on engage des gens dans un processus de co-construction, d'innovation, ça prend du temps. Ça prend du jus de cerveau, ça prend de la patience, ça prend de la confiance, puis il faut y mettre ça si on veut que ça donne des résultats. Et puis, ce qu'on annonçait, c'est ça, une expérimentation. On demandait, hein, au début, ce serait 4 rencontres par année, la plupart dans mon chantier, en tout cas, à distance, une en présence, parce que, tu sais, que les gens s'engageaient dans ça. Puis après, dans le processus, ben, on disait, OK, là, peut-être qu'on devrait se revoir. Ah, ben cette rencontre-là, on va la faire comme ça. Fait qu'on s'entendait, on s'ajustait tout le temps, mais l'engagement initial était assez clair quand même, effectivement. Autre condition très, très importante, la confiance. Et ça, je pense que ça a été une grande force de l'expérience qu'on a vécue pour différentes raisons. La confiance, elle s'est créée d'une part, là, on vous disait tout à l'heure qu'il y avait des gens, vraiment, il y avait une diversité de personnes et de types d'acteurs autour de la table. Puis ça, c'était pas sans générer des rapports de force quelque part. Certains étaient des représentants d'organismes bailleurs de fonds, par exemple. Certains étaient des chercheurs. D'autres étaient des intervenants. Donc, il y a des rapports de force là-dedans. On ne pouvait pas les annuler, évidemment, mais on pouvait décider, puis créer un climat, puis se dire ensemble qu'on les suspendait le plus possible, ces rapports de force-là, pour faire de la place aussi à différents types de savoirs. Donner une place équivalente à des savoirs basés sur l'expérience, puis à des savoirs plus scientifiques ou plus basés là, sur des apprentissages systématisés. Alors, on a, nous, dans notre animation aussi, favorisé cette suspension, cette atténuation des rapports de force pour faire de la place à tout ça. Puis ça a été vraiment une clé essentielle là, au travail. L'autre chose, c'est de ne pas viser le consensus, mais d'essayer de mettre en place des conditions propices pour que les points de vue s'expriment, pour qu'on puisse les approfondir, pour qu'on puisse aller à la rencontre, chacun puisse aller à la rencontre des points de vue de l'autre, puis arriver à en tenir compte. Mais tout n'était pas de l'ordre du consensus. Puis, il y a des choses qui ont été laissées tomber aussi en cours de route parce que c'était des éléments qui nous divisaient. Par exemple, dans le chantier auquel j'ai participé, qui était celui sur les conditions favorables, on avait des personnes du gouvernement du Québec qui étaient présents et on a voulu regarder l'apport des politiques publiques comme étant une condition essentielle, une condition favorable ou non au développement collectif. Mais eux ne se sentaient pas à l'aise de travailler là-dessus. Donc, on a choisi comme groupe de se réorienter et de ne pas travailler cet angle spécifique des politiques publiques parce qu'on voulait préserver quelque part l'apport de ces personnes-là. Alors, il y a quelque chose aussi dans l'ordre de la co-construction qui est de l'ordre aussi de trouver des terrains communs sur lesquels on peut travailler puis sur lesquels les gens sont à l'aise de travailler. Parce que si certains des membres n'avaient pas été à l'aise, ben, on les aurait perdus ou ils n'auraient pas pu contribuer pleinement. Un élément important que Sonia a nommé tout à l'heure, c'est que ce n'étaient pas des représentants de leur organisation. Et ça a été aussi important.
Évidemment, il y a des personnes, il y a des participants qui étaient un peu plus porteurs des valeurs ou des préoccupations de leur organisation que d'autres. Hein. On n'est pas toutes on n'est pas nécessairement tous capables là, de s'affranchir des contextes organisationnels dans lesquels on travaille, dépendamment de la position qu'on a, dépendamment du type d'organisation, tout ça. Donc, ce n'était pas tout à fait égal, mais les gens ont fait le pari d'être là parce qu'ils avaient envie d'être là, parce qu'ils avaient quelque chose à contribuer. Donc, c'est sur cette base, je dirais, d'individus consentants, on pourrait le dire, d'individus qui voulaient participer à quelque chose que les groupes et que le travail s'est construit. Donc ça, c'est important aussi dans les rapports de confiance. Parce que si on avait été sur notre quant à soi organisationnel, on n'aurait pas pu aller aussi loin, c'est certain, dans la qualité des travaux, puis dans les rapports, dans les discussions. Ça ne se serait pas passé de cette façon-là. Donc, avoir des membres de confiance aussi. Hein, donc, il y avait un climat positif, un climat respectueux entre les membres, mais aussi avoir un leadership de confiance. Et ça, je me permets de dire que les gens ont vu cette qualité de leadership-là dans le travail de Communagir, dans l'animation, nous ont fait confiance pour les amener quelque part jusqu'au bout du processus. Et ça, ça a été aussi un ingrédient important. Je me permets de ouais. répondre à la question, puis tu viens d'y répondre en même temps. Je l'avais fait sur oui, ce sont des membres de l'équipe qui animaient les chantiers. Puis j'ajouterais que dans les chantiers aussi, il y avait un membre du conseil d'administration de Communagir, histoire d'être sûr de demeurer en cohérence, d'être dans l'influence dont on parlait, l'inter-influence, d'être dans tout ça. Donc ça, c'était un petit peu dans la formule aussi. Oui, je m'excuse, je ne vois pas vos questions en même temps que j'ai mon PowerPoint à l'écran, fait que Sonia, n'hésite pas à interrompre puis à me les ramener ou à y répondre. On a aussi une question sur qui était le bailleur de fonds. Donc, oui. En fait, principalement, le démarrage, ça a été porté par Communagir, mais ce dont on a parlé sur après ça, le financement par projet, c'était un financement du ministère Travail, Emploi, Solidarité sociale dans le Saquet là, qui était arrivé pour la période plus spécifique à la production des travaux. C'est une autre question qui nous était posée. En fait, on a obtenu une subvention du Fonds québécois d'initiative sociale qui avait un volet là, dans le dernier plan de lutte, un volet pour des projets nationaux. Puis ce qui a été très aidant là-dedans, c'est que pour une fois, un fonds gouvernemental, excusez le petit éditorial, mais un fonds gouvernemental n'était pas trop paramétré, ce qui fait qu'on a pu, alors qu'on pensait avoir terminé en 2 ans, hein, comme Sonia vous le disait tout à l'heure, puis que ça s'est prolongé, bien, on a pu aussi étirer, discuter avec les gens du Saquet, puis étirer le financement sur une autre année. Puis les productions qui sont en train de se terminer là, c'est Communagir aussi qui les a absorbés. Là. Donc, et s'il n'y avait pas eu ce financement-là, on n'aurait pas été capable de mener 4 chantiers de front parce que notamment, c'était à peu près là, un temps plein pour Sophie que d'être en soutien aux 4 chantiers. Puis ça demandait quand même beaucoup de temps de la part de notre équipe de conseillers qui était impliquée dans l'animation de chacun des chantiers aussi. Il n'y a pas d'autres questions, mesdames, avant que je poursuive? Parfait. Donc, autre condition essentielle, la responsabilité partagée. Donc, ça, je vous en ai parlé. C'est ça, il y a beaucoup d'autonomie qui a été laissée au chantier. C'est vraiment des espaces qui ont construit leur processus de travail. Donc, à la fois là, dans comment on va s'y prendre pour travailler, ce sur quoi on va travailler, avec qui on a envie de le travailler, qu'est-ce qu'on voudrait produire comme résultat et auprès de qui on voudrait ou comment on voudrait diffuser ces résultats-là. Alors, tout ça, c'est des décisions qui ont été prises là, de manière collégiale entre les membres des chantiers et aussi dans la diffusion, dans l'utilisation, je vous disais que c'était une propriété collective, bien, les membres des chantiers aussi ont été tout à fait autonomes dans l'identification d'opportunités de diffusion, de partage de ces résultats-là et même dans
dans l'adaptation des résultats. Je pense par exemple dans notre chantier, il y avait Philippe Bourg qui à ce moment-là était directeur général du réseau des conseils régionaux de l'environnement du Québec. Eh bien, Philippe, il a adapté à son propre contexte, au contexte des creux, le matériel qui a été développé sur l'engagement, parce qu'évidemment, ce n'était pas tout à fait là, la même réalité que celle vécue autour, par exemple, du développement social ou du développement des communautés. Autre élément là, que je voudrais souligner, c'est être clair quant à la propriété collective et au rôle. Donc ça, c'est très, très important aussi parce que, évidemment, c'est très mobilisant. C'est très, quand on pense que ce qu'on est en train de créer, ça nous appartient, c'est le reflet de nos travaux. En même temps, ça crée un engagement envers, donc une responsabilité par rapport aux productions. Donc, cette clarté-là, cette capacité d'en discuter autour du groupe, de placer les rôles, de placer les enjeux reliés à la propriété aussi, de placer les usages que chacun voudrait faire des documents qui sont produits. Plus c'est clair, moins il y a d'ambiguïté, plus aussi c'est confortable et c'est ouvert, là, puis ça crée de la confiance, évidemment. Leadership et soutien. Donc, double leadership important et ça, Communagir a été en mesure aussi de l'assumer, puis ça a été une clé importante dans la réussite des travaux. C'est à la fois un leadership de processus, mais aussi un leadership de contenu. Donc, l'équipe de Communagir était capable d'alimenter les travaux par des contenus pertinents, par de la connaissance issue même de ses accompagnements terrain, hein, donc de ce qu'on captait comme équipe, de ce qui se passait sur le terrain, et de formuler ça d'une façon, là, de travailler ces contenus-là d'une façon aussi que les gens du chantier puissent les approprier, puissent faire quelque chose avec. Donc, même quand on a préparé des revues de littérature, ça a été de les vulgariser, de les partager, de les animer pour que les gens s'approprient ce contenu-là. Alors, double leadership. Et y mettre les ressources humaines, techniques et financières. On a un peu devancé en parlant du financement du Fonds québécois d'initiative sociale, mais c'est sûr que ça a été très important. Puis ça nous a permis vraiment d'assumer pendant tout ce temps-là de faire de la place, je dirais aussi, dans l'ensemble de ce qu'on fait au chantier pendant tout ce temps-là. Je continue. Dernier élément par rapport aux conditions essentielles, puis après ça, on va prendre un petit bout là, de questions. D'avoir un type de processus qui est propice à l'innovation. Ça a été important aussi. Puis ça, c'est un apprentissage super intéressant qu'a fait l'équipe de Communagir aussi. On est devenu meilleur en le faisant, plus conscient aussi de quel type de processus favorise vraiment l'innovation. Donc, on a raffiné notre capacité au fur et à mesure à soutenir ce type de processus-là, notamment pas déterminer les résultats à l'avance, faire confiance et faire de la place, beaucoup, beaucoup de place à l'intelligence collective. Recevoir les contributions que les gens amènent et nous-mêmes se transformer. Hein? Si on avait eu notre agenda derrière, notre conception des choses derrière, puis qu'on n'avait pas évolué là-dedans, on n'était pas rentré nous-mêmes aussi comme un des contributeurs aux travaux, on n'aurait pas pu faire toute cette place à l'intelligence collective, puis on n'aurait pas pu se transformer nous-mêmes. On n'aurait pas pu apprendre nous-mêmes comme on l'a fait. Fait que nous, on a vraiment fait de la place à ça. Et évidemment, ben, dans un processus propice à l'innovation, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de temps pris pour partager, s'alimenter des savoirs présents autour de la table, aller puiser des connaissances extérieures, s'appuyer aussi sur des méthodologies solides, éprouvées. On a fait des sondages, on a fait des analyses, des revues de littérature. Donc, on a utilisé des méthodes aussi éprouvées, valables pour aller chercher une information de qualité. Donc, ça a été aussi pas un vase clos, les chantiers, mais quelque chose qui est allé s'alimenter à l'extérieur, puis après ça, qui est revenu à l'intérieur pour digérer, métaboliser et éventuellement, au final, retourner ça dans des productions.
Et en soi, ce qu'on en tire un peu comme une des conclusions, c'est que l'analyse collective, là-dedans, là, quand on réfléchit ensemble, quand on pousse notre réflexion, on pousse notre intelligence collective à fond, bien, ça en soi, c'est un produit hyper intéressant de la co-construction. Puis il y a eu des moments magiques dans les chantiers où on était là-dedans. Là. On était en train de bouillir d'intelligence collective, puis dans ces moments-là, on a fait des pas importants et je pense que les travaux des chantiers arrivent à témoigner de cette petite magie là, qui s'est passée à certains moments. J'avais Oui. une petite question, Geneviève, sur la diapo précédente, en fait, sur les outils qui facilitent l'action collective, on disait l'animation, le financement, quoi d'autre? Beaucoup aussi on a essayé en fait certaines choses là par rapport à des outils de partage aussi, de documents, d'informations, de discussions. Ça, on n'a pas réussi, je dirais, à implanter complètement ce type d'outils collaboratifs, de plateformes collaboratives là, dans les travaux. On a aussi développé beaucoup de choses pour partager de manière synthétisée, faire des synthèses, faire des comptes rendus, faire des tableaux qui organisaient l'information. Donc, y compris dans les outils de présentation, on a recherché beaucoup à des modes d'organisation qui permettaient aux gens là, pas juste de voir l'information, mais de la travailler après. Peut-être que Sonia, dans ton chantier, ou même Sophie, vous avez expérimenté des outils particuliers aussi que vous voudriez partager, là, mais disons globalement, dans l'ensemble des chantiers, c'était ça. Je pense que ça répond très bien, mais tout à c'était fait. vraiment ça, c'est des recherches de façon d'organiser l'information, puis d'en essayer d'autres, d'essayer des schémas, puis là, tout le monde les retravaillait, donnait leurs commentaires, proposait autre chose. On refaisait une version 2, version 3, version 4. C'est ça, c'est arrivé souvent, mais c'est ça, c'était de retravailler sur des documents, puis d'essayer d'avancer par rapport à ça. Tout à fait. Donc, avant de passer aux défis, aux choses qui nous ont posé des défis et on aurait peut-être fait autrement ou on ferait peut-être autrement, est-ce qu'il y a des gens par rapport à ces conditions-là, soit des choses que vous avez expérimentées vous-même ou des précisions? Il est 13h. Oui, OK. Je vois de toute façon que vous posez les questions au fur et à mesure. Je vous propose de continuer comme ça. Alors, on a presque terminé la présentation, donc vous n'hésitez pas en cours de route, même si je ne vous vois pas, là, Sonia va me... Il y a une question sur les outils de modélisation et de schéma. Et là, j'aimerais vous dire qu'on a trouvé la solution magique pour faire des belles modélisations et des schémas. Et non! Donc, en fait, SmartArt aurait été un complice de tout instant malgré ses limites. Des fois, un peu de mind map, mais même dans le cadre des chantiers, on les a peu utilisés. Je dirais que ça n'a pas été on est toujours en recherche d'outils de schématisation intéressants, mais ça fait partie des explorations là, qui sont toujours en cours. Sinon, du graphisme, des fois, à l'extérieur pour mettre vraiment en page de l'information, mais pas un outil particulier de modélisation. Dans les produits aussi, si vous allez voir là, les travaux des chantiers, on a utilisé la vidéo. Disons, les trois formes qu'ont pris les outils, là, c'est vidéo, donc qui peut être regardé soit dans un contexte de rencontre collective, par exemple, ou des professionnels là, qui voudraient préparer une réflexion sur une des questions traitées par les chantiers. Des guides pratiques aussi, qui là vont beaucoup plus à fond dans les contenus, puis organisent les contenus, posent des questions de travail. Donc, cette forme-là. Et la troisième forme, ce sont des ateliers. Donc, des propositions de type d'animation qui permettent de réfléchir ensemble à partir des contenus des chantiers. C'est vraiment les trois formes c'est ça, dépendamment des chantiers là, qui ont été explorés. Et par rapport aux plateformes collaboratives, on a vraiment fait des essais, mais soit qu'on s'y prenait mal, ce qui peut être une raison, soit que c'était pas ça nécessairement qui se passait entre les gens. C'était beaucoup plus
autour des rencontres ou dans de l'échange de courriels, d'échange d'informations un peu plus directes. Donc, peut-être que nos participants aussi n'étaient pas tout à fait encore technophiles, mais ça, on pense que c'est probablement quelque chose qui pourrait soutenir les travaux d'une prochaine génération ou de prochaines expérimentations, peut être mieux utilisé que ce qu'on l'a fait. Quelles étaient les plateformes testées? Là, je vais laisser la réponse à Sophie. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, dans nos rencontres, nous, de travail, on fonctionnait avec VIA. Donc, pour pouvoir, entre autres, annoter, comme je le faisais tantôt sur le document de Geneviève, là, mais sauf que chacune, des personnes avaient son crayon ou ses flèches ou ses stickers, bon, peu importe c'est quoi. Et on travaillait souvent tous ensemble sur un document, sur un schéma, sur un tableau. Je disais aux gens, OK, inscrivez vos réponses, qu'est-ce qui vous vient? Là, tout le monde écrivait après son jase, etc. Donc, ça fonctionnait quand même assez bien. Quand tout le monde a des connexions, des bonnes connexions, puis des bons outils tels un casque d'écoute, des choses comme ça. Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que des fois, c'est pas tant les plateformes que les connexions ou l'appareillage que chacun a. Mais ça fonctionnait là, très bien pour les rencontres à distance dans notre cas. Et puis le groupe, ça lui convenait très bien, mais c'est sûr qu'il y avait des gens du bas du fleuve, de Québec, de Montréal, de Sherbrooke dans le groupe. Fait que c'est sûr que se voir, c'était toujours un peu compliqué. Donc, c'était très facilitant, puis ça travaillait bien. Là, tout le monde était bien habitué aussi parce qu'il faut se laisser le temps, hein, dans ces plateformes-là, de les tester, de se rendre un peu plus confortable avec elles. Puis après, c'est beaucoup moins pire, c'est moins froid, c'est tout aussi, on jasait de toutes sortes d'affaires aussi, puis pendant les pauses, puis bon, tu sais, ça fait quelque chose qui peut être le fun. Là. Ça, c'est en termes de plateforme plus là, de rencontres. Là. Puis j'aimerais dire, puis après, il y a une autre question que je te laisserai, Sonia, sur des outils techniques de priorisation, notamment des cibles de travail. C'est plus toi qui étais là à cette époque-là. Moi, je suis arrivée plus vers la fin. Mais pour tout ce qui est outillage technologique, là, je dois avouer, il y a eu des tests de Google Group et tout, mais des fois, effectivement, pour favoriser l'équité puis le confort de chacun. Il n'y en a pas une. Là. Nous n'avons pas la recette magique de la plateforme avec laquelle tout le monde va être à l'aise. Fait que j'avoue qu'on est retourné des fois dans des lieux plus communs et traditionnels que sont le courriel, le téléphone et là, des moments de partage en groupe dans des rencontres sur VIA, mais on n'a pas exploité le plein potentiel technologique là, dans le cadre des chantiers partenariaux de communauté. Ouais, c'est important, Sophie, ce que tu dis, parce qu'effectivement, des gens étaient à ce point mal à l'aise avec les technologies qu'ils venaient ici au bureau pour les rencontres, alors qu'on les tenait à distance. Donc, pour la démocratie puis la capacité de chacun à participer, il y avait des limites aussi à utiliser la technologie. Puis, tu sais, pour le faire dans différents cadres, là, moi, j'offre beaucoup de soutien technologique, tu sais, ne serait-ce que justement dans la participation ou la préparation d'une participation à une rencontre, dans le cadre, mettons, de nous blogs, ben tout le monde n'a pas la même capacité à aller, ne serait-ce que des groupes Facebook, hein, des fois, il y en a qui n'ont pas de compte Facebook, on n'en nommera pas. Sonia Racine. Fait que là, il y a toujours quelqu'un qui se retrouve exclu là, dans ces plateformes technologiques-là. Ben, je sais pas, j'ai le même truc. Puis pour que tout le monde se sente confortable, ben, à défaut, des fois, on a peut-être juste, oui, accompagné, mais aussi utiliser des moyens plus traditionnels. L'autre question, Sonia, c'était sur les méthodes de priorisation. Tu l'as répondu. Je l'ai répondu, mais je vais quand même nommer que c'est sûr que dans des techniques de priorisation, il y en a plein, mais je vous référerai sur notre plateforme d'outils et de méthodes et de techniques d'animation qui s'appelle Communager pour emporter. Je vous ai mis le lien dans le chat. Il y en a beaucoup là-dedans, donc ça peut être aidant. Puis je dirais qu'au-delà de la technique, tu sais, toute l'importance de prendre le temps d'échanger d'abord, d'essayer de voir qu'est-ce que ça fait bouger. Puis tu l'as bien dit tantôt, Geneviève, comment qu'on se donne des bons espaces pour vraiment échanger, on n'est pas sur notre quant à ça ou à défendre une idée, on est plus à la mettre au jeu et là, à la faire creuser, d'autres la challenge, amènent des affaires, puis à un moment donné, avec une nouvelle idée. On n'a pas besoin de prioriser. On est
on a priorisé en discutant, en échangeant, sans avoir besoin tout le temps de faire des choix. Nous, tu sais, ça nous est arrivé là, dans notre chantier sur les suites. À un moment donné, on voyait, on avait un chemin, je pense qu'on avait à peu près 10, 12 chemins, je ne sais plus combien qu'il y en avait. Puis il a fallu faire des choix. Ben, on s'est donné des critères ensemble, dire qu'est-ce qui va être le mieux dans le temps qui nous reste par rapport à telle affaire, par rapport aux besoins du milieu, tac, tac, tac. Puis ça nous a permis de faire un choix qui était assez rassembleur pour tout le monde. Puis dans le cadre des Un exemple. chantiers, ce qui est particulier, c'est que c'est à la rencontre de ce que le groupe a envie de produire selon ses expertises, connaissances. Puis c'est aussi par rapport à un état de situation pour voir qu'est-ce qui est le plus criant, qu'est-ce qui va permettre l'évolution des pratiques qui est la plus intéressante, quel besoin n'est pas répondu. Fait que c'est un peu à la rencontre du groupe et de l'état de situation pour faire tous ensemble avancer là, les pratiques, les conditions. Fait que ce qui est différent des fois de d'autres contextes de priorisation, là, mais dans ce cas-ci, c'était un carrefour là, qui avait ces deux dimensions-là. Merci Voilà. beaucoup, mesdames. Ça fait plaisir. Je poursuis. Donc, on entre dans les défis, là, la dernière partie. Alors là, on fait notre mea culpa. Non, c'est les choses qu'on a vues qui étaient des éléments auxquels il fallait faire attention. Donc, certaines qu'on a bien surmontées, contournées, tenues compte, d'autres qui auraient pu être un petit peu améliorées. Puis peut-être dire que c'est des défis qui le seront, même si on le fait le mieux possible. Oui. Il y a des choses qui sont inhérentes à jamais à des processus comme ça. Oui, tout à fait. Donc, l'ancrage dans les besoins. Une des choses qu'on a bien réussi dans ce cas-là, puis qu'on a bien réussi, pas juste parce qu'on s'y est bien pris au départ, mais parce qu'on a eu la préoccupation de retourner à plusieurs moments, valider les choses. C'est l'ancrage dans les besoins, donc faire avec les personnes du terrain. Vraiment partir, par exemple, quand le chantier qui a travaillé sur la question des élus, son point de départ, ça a été, grâce au concours là, des 2 unions municipales, ça a été d'aller sonder les élus pour savoir qu'est-ce qu'eux voyaient comme frein, comme élément facilitant à leur participation. Donc, de ne pas en faire une interprétation, mais d'aller partir de leur perspective et de travailler à partir de cette perspective-là. Aussi, l'ancrage dans les besoins, ça a été de faire des pré-tests puis de s'ajuster. Hein. Chacun des outils, des contenus, on l'a testé grâce à la collaboration aussi des membres des chantiers qui l'ont utilisé dans leur réseau, l'ont partagé à certains moments et ça nous a permis de raffiner, s'ajuster, ajouter des éléments qu'on n'avait pas nécessairement pris en compte. Donc, vraiment des boucles d'itération, je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre, avec dans ces boucles-là un moment où on plonge, on va comprendre, on va tester auprès des gens qui, ultimement, vont être les personnes concernées aussi par les productions des chantiers. L'utilité, ça a été je dirais une ligne, hein, une destination pour chacun des chantiers, c'est qu'on voulait que ces travaux-là soient, oui, innovants, mais aussi qu'il y ait une utilité. Donc, qu'ils apportent quelque chose de nouveau et d'utilisable par les acteurs du terrain. Donc, ce que ça veut dire, cette utilité-là, ça veut dire, oui, communiquer efficacement, donc toute l'importance de faire connaître les travaux, de les vulgariser, d'expliquer aussi même, de faire connaître les chantiers partenariaux, de prévoir du temps et de l'expertise pour la traduction et le formatage des contenus. Et c'est là, quand je vous disais qu'on n'a pas assez prévu de temps et de ressources, c'est que ça, on l'a fait un peu sur le bras à la fin. Alors ça aurait dû, la forme que devaient prendre les outils, la vulgarisation, l'organisation des contenus, ça aurait dû être beaucoup plus pris en compte dans le processus de travail. Puis il aurait fallu aussi préserver plus de ressources et de temps pour le faire.
Prévoir un accompagnement pour faciliter l'appropriation. Autre apprentissage important pour nous, c'est que, comme je vous disais, je pense au début, les contenus ne sont pas autoportants, même si on essaie de les vulgariser, de les illustrer le plus possible. Donc, il faut prévoir aussi différentes façons de faire vivre ces contenus-là et de les amener jusqu'aux personnes qui peuvent en tirer profit. Les membres, à ce titre-là, ont été des passeurs puis des agents multiplicateurs. Hein, donc, c'est un rôle clair aussi important des membres du chantier. Probablement qu'il aurait pu l'être encore plus si on avait prévu un peu plus ce travail d'accompagnement puis de formatage et de traduction un petit peu plus, de manière un petit peu plus solide. Si tu permets, Geneviève, parce que Oui. c'est une de mes marottes d'ailleurs, c'est que la mobilisation de connaissances, c'est une chose excitante en soi. Fait qu'on peut mobiliser des connaissances, les croiser, mais après, quand on est en interface et qu'on veut les repartager, ben, il faut y mettre la gomme, puis c'est un tout autre processus. Fait que des fois, on a accumulé beaucoup de contenu, puis on était limité dans notre capacité ensuite à les reformater pour les retourner. Donc, ça obéit de deux logiques même complètement différentes. Tu sais, une qui est plus de la production de contenu graphique pour favoriser la compréhension, puis après mobiliser et croiser des savoirs pour nous apprendre. C'est deux opérations là, vraiment qui ont leur logique distincte. Oui, très juste. Autre défi, puis ces défis-là, là, encore une fois, vous les retrouvez détaillés, expliqués et nuancés là, dans le document sur la co-construction. Donc, autre défi, l'équilibre entre la réflexion et l'action. Comme je vous disais, il y a des gens qui sont bien dans la réflexion, il y en a d'autres qui ont besoin de concret. Il a fallu trouver des façons d'accommoder un peu tout ça, donc de donner un certain rythme aux travaux, de marquer des étapes aussi. Hein. Donc, au travers, oui, il y a des produits finaux au chantier, mais il y a eu certains produits intermédiaires dont certains ont été diffusés. Par exemple, pour revenir à l'exemple des élus, on a diffusé les résultats du sondage. Donc, c'est un produit intermédiaire, mais qui a permis de marquer une étape. Et pour les membres du chantier, de dire, OK, on est rendu là, on a réussi ça, maintenant on passe à la prochaine. Donc, aussi de structurer le processus de travail autour de ces résultats intermédiaires. Donc, aussi, ce que ça veut dire, c'est qu'au départ, il faut avoir un objet, hein, un sujet, disons, qui est suffisamment circonscrit pour qu'il y ait un équilibre entre l'appropriation par les membres du chantier, qu'ils clarifient, qu'ils creusent, qu'ils font des choix, qu'ils priorisent. Donc, l'étape de clarification, l'étape de réflexion et l'étape de production. Si on part avec un sujet trop vaste, trop flou, et un exemple de ça, c'est le chantier sur les conditions favorables. Hein. Comme objet de départ, les conditions favorables, c'était immense tout ce qu'on pouvait couvrir. Donc, on a passé du temps et du temps et du temps à arriver à identifier un certain nombre de conditions essentielles et choisir une condition essentielle là-dedans et faire un état de situation sur cette condition essentielle. Et donc, ça a voulu dire 1 an de travail. Donc, c'était trop large au point de départ pour permettre aux gens de bien s'identifier au contenu du chantier, d'avoir de la prise dessus, puis pouvoir se mettre en action quelque part dans un délai pas trop long, pas trop court non plus, mais quand même là, qui était pas trop long. Dernière chose, dernier défi, se laisser influencer. Je vous en ai parlé un petit peu, mais c'est vraiment important. Donc, y compris quand on est l'animateur le facilitateur d'un espace de co-construction, c'est nous-mêmes accepter d'approfondir notre compréhension à travers le regard des autres, à travers ce qui se passe autour du chantier, autour de l'espace de travail. Puis arriver à ce que ça transforme nos conceptions puis nos pratiques. Donc, c'est vrai, évidemment, pour les animateurs, c'est vrai pour les membres du chantier. Puis ça, cette transformation-là, faut quelque part s'en occuper aussi. Ça veut dire que nous, à l'interne de Communagir, on s'est donné des moments où on a partagé sur ce qui se passait autour des chantiers, où on a réfléchi sur ce qu'on était en train de vivre, y compris la réflexion qui a mené au bilan qu'on a produit. Hein, ça a été d'abord toute une réflexion interne à Communagir, puis aller sonder l'opinion des participants au chantier pour être capable, nous, d'apprendre de ce qu'on avait vécu.
Alors, ça vaut à l'intérieur des chantiers, mais ça vaut aussi globalement pour l'expérience. Fait qu'il a fallu prendre le temps de le faire. Et on pense aussi se laisser influencer, ça veut dire aussi transformer les personnes, évidemment, qui participent qui ont participé au chantier, mais que ça reste un défi de transformer les organisations aussi auxquelles sont rattachées ces personnes-là. Et que quelque part, peut-être que le fait qu'on ait sous-estimé tout le travail de diffusion et d'appropriation, ça n'a pas permis d'aller aussi loin qu'on aurait pu aller dans cette transformation des organisations. Il aurait fallu le penser, il aurait fallu le travailler plus autour des chantiers, puis être capable de bien tenir compte de toutes les réalités organisationnelles des personnes aussi autour du chantier. Parce que certains étaient dans des cadres très, très formels. Quand je vous parlais de représentants de gens, de fonctionnaires du gouvernement, par exemple, versus quelqu'un qui un chercheur ou dans une organisation communautaire, la latitude organisationnelle n'était pas la même, puis la capacité des organisations à se transformer n'était pas la même. Alors ça, il aurait vraiment fallu pousser encore plus loin une réflexion à l'intérieur des chantiers pour être capable d'arriver à ce niveau de transformation des organisations. J'avais, Geneviève, deux questions dans les questions et réponses. Une qui nous demandait, que faire avec les personnes de l'organisation qui ont beaucoup d'opposition au cadre des chantiers, des personnes qui critiquent beaucoup, le cadre, les formats, comment on gère les brasseurs de feu qui sont souvent dans le mode en opposition. Moi, j'ai déjà répondu que vu le volontariat sur lequel étaient basés les chantiers, vu la grande autonomie des chantiers, ça, j'ai pas tout dit ça, mais là, j'en ajoute. Vu tout ça, ça a fait en tout cas, moi, j'ai jamais eu à gérer ça. Parce qu'on gérait ensemble ce qu'on voulait en faire et le cadre était suffisamment souple pour qu'on puisse le bouger. Et bizarrement, malgré 4 expériences distinctes, on s'est retrouvés avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage en commun, de conditions communes, de défis communs aussi, même si c'était 4 expériences très autonomes à quelque part. Là. Oui, tout à fait. Puis quelque part, on a réuni des personnes de grande qualité. Je vais le dire comme ça. Très différents les uns des autres. Évidemment, on a misé sur la diversité, mais aussi toutes des personnes de grande qualité. Qui se sont investis dans le travail, qui justement ont accepté le temps puis la transformation qui venait avec. Et c'est pas anodin, on l'a choisi comme ça. Les membres, les gens du noyau de démarrage, ils ont choisi des personnes avec qui ils avaient quelque part envie de travailler. Puis au fur et à mesure que ça s'est élargi, c'est un peu ça aussi. Alors, c'était vraiment des participants de grande qualité. Je suis certaine quand vous allez voir la liste dans le document, vous allez reconnaître certaines de ces personnes de grande qualité. Fait que c'est sûr que c'était aidant, oui. Je repartage l'écran, on est rendu à la... Il y avait une autre question, pardon, c'est sur la suite. Je te la pose, puis tu vas y répondre en présentant la suite. Okay. Vous avez fait un bilan, allez-vous faire une évaluation en bonne et due forme en lien avec le 4e chantier? Donc, la question est intéressante. Et donc, on nous dit aussi, donc, les groupes se sont formés par unique base de volontariat quand vous parlez d'accompagnement de l'appropriation, c'est-à-dire c'est par rapport aux productions qu'on s'est rendu compte que si on veut vraiment qu'elles soient utiles, ils ont besoin d'être un peu plus accompagnés parce que les outils autoportants ont toutes leurs limites. C'est un peu ça dans l'appropriation. En fait, c'est quand on cherche à sortir du cercle des membres des chantiers qui, eux, faisaient une contribution généreuse justement de leur temps et de leur expertise pour l'avancement des pratiques. Mais au-delà des personnes des chantiers, quand on veut ensuite aller expliquer ce qu'on a appris, ce qu'on a compris, mettre au jeu des nouveautés, bien là, c'est là où il faut viser l'appropriation parce que sinon, ça fait un document qu'on met qu'on met en ligne, puis le chemin ne se fait pas avec tout un chacun. Là. Ouais. C'est à ce niveau-là. Je ne veux pas vous retenir au-delà d'1 heure et demie, donc c'est ça. Permettez-moi de reprendre, mais en réponse à cette question sur l'évaluation, autour du groupe de travail sur l'évaluation, il y a eu un exercice quand même de méta-évaluation, de regarder un peu comment se déroulaient les travaux. Malheureusement, je ne sais pas exactement
à quoi ils ont abouti. Donc, je n'ai pas vu le rapport ou le résultat de cette démarche-là, mais on pourrait vous revenir pour... Oui, Sophie, tu peux? Méta-évaluation Ouais. des chantiers dans le Non, pas de des travail sur les chantiers, mais OK. au sein du groupe de travail sur l'évaluation, je sais qu'il y a une des participantes qui avait proposé que ça se fasse, mais je ne sais pas où c'est. J'aurais envie de vous dire, n'attendez pas après cela. Ah, OK. Voilà, donc ça précise. Mais ceci dit, je vais vous parler un peu de la suite dans les 2-3 minutes qui me restera, puis je pense que ça va répondre à un complément de réponse à votre question. Donc, je retourne au PowerPoint avec une petite conclusion, mais importante, c'est que dans la co-construction, à tout le moins telle que nous la concevons et l'avons vécue, ce n'est pas les méthodes qui sont importantes. On aurait pu, à la limite, s'y prendre d'une autre façon, probablement, ou faire un peu différemment. C'est pas tant la séquence, ou c'est ça, mais c'est l'intelligence collective qui doit vraiment être le moteur de l'innovation. C'est ça qui permet l'innovation, c'est ça qui permet la transformation. Donc, il faut être au service de ça. Il faut que le processus, les méthodes d'animation, les étapes de travail soient au service de cette intelligence-là qui vient créer quelque chose de nouveau à travers le processus de co-construction. Donc, nous, on a vraiment essayé de mettre nos méthodes d'animation, nos a priori, notre propre perspective, notre propre temporalité derrière pour laisser le plus possible de place à l'intelligence collective pour guider les travaux, y compris guider l'issue, aussi le terme des travaux. Hein. Donc ça, évidemment, ça a eu des conséquences. Il a fallu s'organiser pour assumer par nos propres ressources la fin des travaux pour plusieurs des chantiers. Donc, il y a eu de l'adaptation à faire au niveau organisationnel pour Communagir, mais je pense qu'on a vraiment bien fait d'y mettre là, toutes les ressources, tout le temps puis toute l'énergie. Dernière chose, évidemment, remerciements. C'est ça, je veux vous laisser un peu sur les perspectives qu'on a. Donc, à travers cette première génération-là, on a appris sur la co-construction, on a appris sur ce genre de processus de travail-là. Et ce qu'on voudrait faire, et on est en train là, de réfléchir à une deuxième génération, c'est d'essayer de pousser encore plus loin l'expérience. C'est-à-dire les chantiers là, ont travaillé comme 4 espaces distincts sur 4 thématiques distinctes. Ils ont eu un pouvoir de transformation, mais ce pouvoir-là, il y a eu certaines limites à cause des défis qu'on vous a présentés, mais aussi parce que ils ont eu finalement la force d'un chantier. Ce qu'on voudrait faire pour une deuxième génération, c'est travailler un même enjeu, une même problématique, mais en l'abordant autour de 3, 4 espaces de chantier, en l'abordant de différents angles. Donc, de voir comment est-ce qu'on peut mettre, dans le fond, cette co-construction encore plus au service d'un changement social. Comment on peut cumuler les forces de travail de quelques chantiers pour venir agir sous différents angles sur une même problématique, puis transformer les conditions qui influencent cette problématique-là. Donc, c'est assez ambitieux, c'est encore embryonnaire, mais on avance et on pense que ça pourrait avoir un pouvoir, une force et évidemment un intérêt encore plus grand. Puis si on se lançait là-dedans pour répondre à la question sur l'évaluation, bien, c'est sûr qu'on voudrait encore apprendre de cette expérience-là. Probablement là, en associant à l'expérience une démarche d'évaluation évolutive qui nous permettrait de nous donner du feedback sur ce qui est en train de se passer, puis nous permettre de nous ajuster encore plus qu'on l'a fait là, en continu. Parce que si on veut vraiment atteindre un effet de changement social, il va falloir être très, très agile, là, très capable de s'adapter à ce qu'on vit, puis même à ce qui se passe dans le contexte qui pourrait avoir de l'influence sur les travaux. Alors, donc, c'est vraiment en gestation, mais si on décide d'aller de l'avant, vous allez en entendre parler, évidemment.
Puis très certainement que on communiquera aussi beaucoup sur cette expérience-là pour la partager comme expérience, puis faire en sorte là, que c'est ça, Ouais, peut-être plus au fur et à mesure, hein, cette Ouais, fois-ci, d'être ouais, plus, c'est ça. de Ouais, communiquer plus régulièrement plutôt que juste quand on a une ouais, production assez ouais, terminée pour. ouais. Puis qu'on apprenne ensemble sur cette nouvelle expérience de co-construction aussi, là, tu sais, parce que c'est ça l'objet aussi, c'est d'apprendre à co-construire quelque chose. Donc, ça aussi, là, de communiquer plus régulièrement. Donc voilà, il reste une petite acétate là, sur des activités qui s'en viennent. Je ne sais pas si Sonia, tu veux en dire un petit mot avant qu'on... Oui, peut-être un petit mot très rapide. Donc, il y a les autres webinaires midi qui s'en viennent. Un sur l'engagement, donc le fruit du chantier sur les conditions favorables. Donc, ça va être fort intéressant avec Alain Meunier qui était l'animateur de ce chantier-là. Un sur le chantier sur l'évaluation qui nous présente le résultat un peu de ses travaux avec toujours Alain et Sophie qui a été mise à profit énormément dans ce chantier-là. Et un autre webinaire midi, cette fois-là le 16 mai, sur l'opération Veille et soutien stratégique. Vous allez voir, c'est pas mal intéressant comme, je dirais presque que c'est un espace, c'est un outil, c'est une patente. Venez découvrir qu'est-ce que c'est. C'est fort intéressant et ça produit de l'information utile en temps réel. Donc, voilà, on pourrait dire ça comme ça. Sinon, il y a la formation, une nouvelle formation qu'on est en train de finaliser le développement, dont on est en train de finaliser le développement, qui s'appelle Influencer pour engager, qui va avoir lieu à Montréal les 28 et 29 mars. Donc, toutes les informations sur notre site Internet, effectivement. Alors, merci pour vos merci. Sinon, moi, je voudrais vous dire aussi que j'imagine que ma collègue Marie-Denise avait prévu de vous envoyer une évaluation après cette première expérience de webinaire sur cette plateforme-là, avec cette formule-là. Donc, de voir qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il manque d'espace pour interagir? Est-ce que la façon dont on a travaillé pour répondre aux questions était adéquate, etc. Donc, on vous enverra bien sûr quelque chose pour nous pour pouvoir s'améliorer, s'ajuster. C'est important pour nous. Donc, il y a une très bonne question à laquelle je vous référerai, je crois, au document, les principales qualités ou compétences du leader animateur qui anime un chantier. Qu'est-ce que ça prend comme compétence? Est-ce que dans le rapport, on en parle un peu ou c'est quelque... Il me semble que oui, non? On en parle un peu, ouais. mais il reste beaucoup de place là, pour développer davantage sur cette question-là, je dirais. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Il faudrait y réfléchir plus, effectivement. On l'aborde de différentes façons, mais plus globalement, pas nécessairement dans le rôle d'animation, plus globalement le rôle qu'on y a joué comme une agence. Oui, c'est ça. Hein? Mais je pense qu'il faut se mettre là-dessus. Alors, Anne, tu nous dis là, qu'il y a beaucoup de liens à faire avec leur propre expérience des chantiers. Bien, c'est super. C'est ce qu'on voyait. On se disait que ça allait probablement résonner avec l'expérience d'autres personnes, puis de voir qu'est-ce qu'on en tire. Donc, éventuellement, peut-être qu'on pourra se donner plus un espace de discussion plutôt que de présentation. Donc, on vous avertira si c'est le cas. Alors, merci beaucoup tout le monde. J'ajouterais que pour ceux et celles qui ont des questions, là, vous pouvez trouver facilement mes coordonnées sur le site de Communagir. Vous pouvez, mes collègues aussi, là, on peut vous répondre, on peut discuter avec vous de cette expérience-là. Si vous voulez la traduire dans votre propre réalité, ça va nous faire plaisir de vous soutenir là-dedans. Oui, ça c'est très important, Sophie. Merci de le dire. C'est ça, c'est pour nous, c'est un partage d'expérience, mais c'est aussi une ouverture à profiter de cette expérience-là. Donc, n'hésitez pas, soit une, soit l'autre, soit nos autres collègues. Ça va nous faire un grand, grand plaisir de réfléchir avec vous, puis de continuer à partager là-dessus, en fait, avec vous, là. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Au plaisir. Merci Geneviève. Bonne fin de journée. Merci. Sonia, aimerais-tu que je fasse le relais puisque tu as un convive? Je vais finir la réunion, ma chère. Voilà. Parfait, d'accord. Au revoir. Au revoir.